20h30 à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Vous suivez le journal sur la télévision Al Bayan. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum et bienvenue. Voici les titres. L'une des innovations majeures de cette édition du Hajj est la prise d'empreintes biométriques. À Daloa, les équipes sont mobilisées en vue de la rendre effective. Nous y reviendrons dans cette édition. La ministre Frazi Yao s'est entretenue récemment avec les jeunes femmes rapatriées volontairement de la Tunisie. Elle les a invitées notamment à entreprendre ici en Côte d'Ivoire. La culture mandingue a désormais son festival. L'information a été livrée hier à Grand Bassam. C'était lors d'un point de presse. On en parle dans quelques instants. Voilà, c'est tout pour les titres de ce jeudi 1er juin 2023, correspondant au 12 Zulqa'ada 1444 Hégire. Je vous le disais en titre, le commissaire du Hajj, l'imam Bachir Ouattara, a annoncé mercredi dernier le lancement de l'opération de prise d'empreintes biométriques pour les pèlerins admis au Hajj cette année. Des équipes sont déployées à Abidjan et aussi à l'intérieur du pays en vue de procéder à l'enrôlement des données biométriques des pèlerins. À Daloa, cette opération se déroule dans la cour de la Grande Mosquée. Abdul Samad Zouré, Kaba Adjara. Ce projet est une innovation majeure qui permettra l'entrée des pèlerins en Terre Sainte en finalisant toutes les procédures policières et douanières à partir de l'aéroport d'Abidjan. Elle servira de traçabilité pour les autorités saoudiennes et de sécurité pour les pèlerins eux-mêmes une fois arrivés à la Mecque. Comme toute procédure, la prise d'empreintes se fait en plusieurs étapes. Le processus est simple. Le processus est en 3 étapes. La première étape consiste à scanner le passeport. Après avoir scanné le passeport, on passe maintenant à la prise de photos d'identité. Et puis après ça, on fait les empreintes. Pour les empreintes, on commence par la main gauche et ensuite la main droite. Oui, dans l'ensemble, tout se passe bien. Au début, avec quelques difficultés de connexion. Et puis l'application même, puisque c'est une nouvelle application. Mais grâce à l'aide d'Allah et puis le point focal a beaucoup bougé pour qu'on puisse avoir une bonne connexion. Donc, alhamdoulilah, aujourd'hui, ça va. En dépit de quelques difficultés constatées, les futurs pèlerins se disent satisfaits du déroulement de cette opération. Tel que ça se présente, ça va. Il n'y a pas de bousculade. Les opérateurs appellent les gens tranquillement. Et bon, on attend notre tour pour passer, tout simplement. En tout cas, ça se passe apparemment bien. Ça se passe rapidement, mais il y a des gens qui ont des problèmes d'empreinte. C'est ça qui retarde un peu, mais ça passe. Après Abidjan, cette opération se déroulera dans 7 villes de l'intérieur, à savoir Daloa, Bouaké, Abengourou, San Pedro, Man, Korogo et Odjene. Et à 6 jours du premier vol pour le pèlerinage en Terre Sainte, nous recevons El Hadj Berté Ali, il est le vice-commissaire du Hajj. Avec lui, nous parlons des préparatifs de ce 5e pilier de l'islam. C'est dans le rendez-vous de la rédaction. El Hadj Berté, assalamu alaikum. Wa alaikum salam, Adja. Et bienvenue sur notre plateau. Merci de nous recevoir. Voilà, alors les premiers pèlerins quitteront Abidjan, Inch'Allah, le 7 juin prochain. Où en sommes-nous concernant la prise des empreintes des invités d'Allah? Merci beaucoup, Adja. Je pense que l'opération se déroule tant bien que mal sur l'ensemble du territoire ivoirien. Certaines villes ont déjà terminé leur prise d'empreinte des candidats au Hajj 2023. D'autres continuent. Nous serons obligés d'arrêter ces opérations à l'intérieur du pays et rapatrier tous les passeports sur Abidjan afin de mettre en place un mécanisme, un nouveau dispositif parce que le premier vol est annoncé, comme vous l'avez dit, pour le 7 juin. Et il faut que les passeports reviennent pour que nous puissions préparer ces vols-là. Donc quand vous dites que vous êtes obligé d'arrêter l'opération pour l'intérieur du pays, c'est quelque chose qui n'était pas prévu, c'est cela? Non, pas que ce n'était pas prévu. En fait, l'innovation dans la prise d'empreintes vient du fait que c'est le commissariat qui prend les empreintes cette année. Par le passé, il y avait un opérateur qui avait été désigné par les autorités saoudiennes et qui était en charge de cette opération-là. Cette année, du fait de la nouveauté et l'innovation qui est Tariq Maka, et à la demande du commissariat,
il nous a été demandé de faire donc les prises d'empreintes nous-mêmes. Voilà. Et donc, cette prise d'empreinte-là, on l'a décentralisée pour pouvoir toucher le maximum de personnes. Et donc, nous sommes allés à la rencontre des pèlerins sur leur lieu de résidence. Mais il se trouve que, c'est vrai, il y a eu quelques dysfonctionnements, quelques difficultés, mais c'est normal, c'est lié à ce type d'organisation. C'est la première fois. C'est la première fois. Et donc, il faut que tout le monde se rassure. Les empreintes de tous les candidats au Hajj seront prises d'une façon ou d'une autre et ils voyageront sans ces empreintes, ils ne quitteront pas Abidjan. Donc on fera tout pour que ces empreintes-là soient prises, soit dans leur lieu de résidence, soit à Abidjan, selon un dispositif qui va être redéfini pour tenir compte des premiers départs. Donc il faut rassurer les gens, il n'y a pas à s'inquiéter, il n'y a pas à s'affoler. J'ai entendu dire que certaines personnes se privent de nourriture parce qu'elles n'auraient pas été appelées ou elles n'auraient pas été contactées pour aller prendre les empreintes. Voilà, il faut qu'elles s'alimentent parce que ce qui est devant est plus difficile que ce que nous faisons en ce moment. Donc, il faut faut pas s'affoler, voilà. Les pèlerins ivoiriens que même ceux qui sont à l'intérieur, qui n'ont pas pu prendre leurs empreintes, les passeports ont été donc acheminés. Seront acheminés à partir de demain sur Abidjan. Voilà. Et donc un nouveau dispositif sera défini pour permettre que ces choses-là soient faites. Donc voilà le point pour les empreintes. Et concernant la délivrance des visas. Ben, alhamdulillah, je pense que une épine dorsale dans l'organisation du Hajj, c'est la question des visas. Et à chaque édition, il y a eu quelques soucis. Mais alhamdulillah, cette année, c'est une opération qui se déroule assez bien. À ce jour, on peut dire que nous en avons pour à peu près, nous avons pratiquement bouclé la délivrance des visas pour le contingent étatique. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à se faire à ce niveau. Si nous parlons du premier vol, on peut dire que tous les visas du premier jusqu'au 13e vol sont déjà obtenus. Et on pense que d'ici 48 heures, nous aurons bouclé avec cette opération de délivrance des visas et nous concentrer sur la préparation des départs. D'accord, très bien. Alors, monsieur le vice-commissaire, il y a pas mal d'innovations cette année pour le Hajj. Comment est-ce que vous allez procéder à la distribution des kits? Est-ce qu'on peut rappeler de quoi sont composés les kits que vous offrez aux pèlerins? Bon, les kits, c'est un sac de voyage qui est offert par le partenaire Air Côte d'Ivoire, plus un petit sac en bandoulière que nous donnons aux pèlerins qu'on appelle le tamagnon, dans lequel ils pourront mettre leur passeport, enfin leurs différents documents de voyage. Et donc c'est essentiellement ça. Et après il y a les étendards que les groupes leur donneront. Mais c'est essentiellement ça, le sac de 10 kilos qui va permettre de mettre leurs effets personnels et avec lequel ils vont monter dans l'avion. Il faut savoir qu'en principe, selon les conventions que nous avons avec les transporteurs, les pèlerins ont droit à des valises qui leur seront données à Médine pour les effets qu'ils achèteront sur place. D'accord, on va leur donner des valises en plus de ce qu'ils vont emporter ici. Il est mieux que les pèlerins ne partent pas avec des valises parce qu'après, au retour, il n'y a que 2 valises qui sont autorisées dans l'avion. Donc, il vaut mieux voyager léger. Et ce sont des valises uniformisées pour faire, pour que les gens ne viennent pas avec des bagages hors gabarit. Et quels sont les lieux identifiés justement pour la distribution de ces kits? Nous avons, pour cette année, identifié 6 points de distribution des kits. Sur chaque point, il y aura 3 groupes de vols, à l'exception du 6e site qui est réservé aux voyageurs sur les vols réguliers, ce qu'on appelle les pèlerins sur les vols réguliers. Les 5 sites sont répartis comme suit. Abidjan, au niveau d'Abobo, la commune d'Abobo, ce sera la grande mosquée d'Abobo. La commune de Cocody, ce sera la mosquée d'Adjien. À Yopougon, ce sera la mosquée des Toits Rouges. À Trècheville, la mosquée du CHU de Trècheville. Et à Djamé, la grande mosquée de Williamsville. Donc ce sont ces 5 sites pour les vols charter. Et donc, en principe, dès dimanche, nous allons commencer la distribution des kits. Mais il y a un mécanisme qui est mis en place. Et chaque pèlerin sera appelé pour l'orienter vers le site où il doit récupérer son kit. Fonction de son lieu d'inscription, son lieu d'habitation? Non, pas forcément cela, parce qu'il faut savoir que cette année, nous n'avons pas procédé par lieu d'habitation pour ce qui est de la constitution des vols, des groupes de vol. Les visas ont été obtenus selon un ordre.
Et c'est selon cet ordre-là que les vols ont été constitués, directement dans le système saoudien qu'on appelle le e-Hajj. Donc c'est là-bas que les vols ont été constitués. Et donc dès que votre visa est sorti selon un ordre bien précis, c'est dans cet ordre-là que vous êtes classé dans un vol. Et il faut préciser que habituellement certaines personnes, quand on les met sur un vol, viennent voir le commissariat, non, moi je vais aller sur tel vol, parce qu'il y a telle autre personne qui voyage aussi. Il faut savoir que cette année, cela n'est pas possible. Il faut le dire clairement. Une bonne organisation part du principe que chacun doit respecter les mécanismes d'organisation mis en place. Voilà. Donc, les vols sont organisés selon un principe, et quand vous êtes sur un vol, vous ne pouvez pas le changer. Voilà, vous devez vous en conformer. Voilà. Ce qui arrive, d'accord. Donc on retient qu'il y a 5 sites qui sont retenus pour la distribution des kits. Cette distribution va commencer dimanche 4 juin. C'est bien cela? D'accord. Alors, monsieur le vice-commissaire du Hajj, on se souvient de l'épisode malheureux de l'année dernière concernant les convocations des pèlerins. Comment se passent ces choses cette année? Alhamdulillah, on va rendre grâce à Dieu. Dans la vie d'une organisation, il y a certainement des épreuves. Et de toute façon, Allah dit qu'il nous éprouvera dans tout ce qui nous est cher. Et ça, on peut considérer que c'est une épreuve difficile que nous avons vécue l'année dernière. Nous prions Allah de nous en préserver cette année. Et s'il doit nous donner une épreuve, qu'il nous donne les moyens d'être à la hauteur de cette épreuve-là. Pour ce qui est de cette année, il faut savoir que tous les pèlerins seront, d'abord ils pourront dès le samedi qui vient, dans 48 heures, ils pourront aller sur notre plateforme à l'aide de leur identifiant qui est sur leur fiche d'inscription définitive ou leur numéro de passeport. Ils pourront aller consulter leur vol. Ça veut dire que je mets mon numéro de passeport ou je mets mon identifiant et je vais voir apparaître ma photo et les informations me concernant, le vol me concernant, ainsi de suite, et l'heure et le jour de mon voyage. Et donc, ça sera sur la plateforme. Ça, c'est le premier mécanisme. Le deuxième mécanisme, en plus de cela, nous allons appeler tous les pèlerins individuellement par vol pour aller non seulement prendre leur kit, mais les informer aussi également de leur voyage, parce que tout le monde ne va pas forcément aller sur la plateforme. Et donc, nous avons le call center qui va appeler. Donc, c'est une mesure supplémentaire que vous prenez pour être sûr on se donne tous les moyens, pour faire en sorte que les pèlerins soient informés de leur date de voyage et que chacun reste à l'écoute du commissariat sans panique, sans se perturber, parce que c'est un voyage qui est difficile. Donc, il suffit simplement qu'on commence à appeler une première personne pour que l'impatience gagne les parents. On peut comprendre. On peut comprendre, c'est un voyage qui est préparé de longue date, mais il faut que chacun reste à l'écoute du commissariat, à l'écoute du call center, et il n'y a que le call center qui appelle. Il ne faut écouter personne. Et à partir de quand est-ce que ces appels vont démarrer? À partir de samedi, je crois. À partir de samedi, samedi 3 juin. Samedi 3 Dernière juin. question, monsieur le vice-commissaire. Le premier départ, on l'a dit, c'est le mercredi 7 juin. Oui. Ce sera à quelle heure précisément, Inch'Allah? Le vol est prévu pour 21h40. Combien de personnes à peu près? Il y a 430 personnes à bord de ce premier vol du mercredi. Les pèlerins seront convoqués à la mosquée de la Riviera Golf. Donc quand le call center va les appeler, ils vont leur donner leur date et l'heure de convocation. Ils seront convoqués à 13h le mercredi pour les formalités de départ. Et donc, au niveau de la mosquée, un dispositif comme d'habitude sera mis là pour les accueillir, leur remettre leur passeport, faire les formalités d'embarquement pour les cas et les groupes. Et puis, donc, à partir de 15h, 16h, les premiers pèlerins arrivés seront évacués sur l'aéroport pour faire les formalités de police, etc., avant d'atteindre l'espace défini par Tariq Maka et géré par les autorités saoudiennes. Donc les formalités de police saoudiennes seront faites à l'aéroport d'Abidjan et les formalités douanières également, afin de permettre, et sanitaires, il y a 3 formalités, police, douane et santé, afin de leur permettre de partir tranquillement faire leur voyage. D'accord. Un dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs, de tous ces pèlerins qui vous regardent et qui vous écoutent. Je pense que nous sommes dans la droite ligne donc des opérations de départ. C'est vraiment les derniers 100 mètres que nous avons à courir pour atteindre l'Arabie Saoudite. Ce que nous allons demander aux pèlerins et à leurs familles, c'est vraiment de rester à l'écoute du commissariat, de ne pas paniquer, de se rassurer,
aucun pèlerin, nous avons intérêt à ce qu'aucun pèlerin ne reste à Abidjan. Et donc, nous faisons tout pour que tout se passe bien. Les épreuves sont liées généralement aux questions des visas ou de l'avion. À notre niveau, nous n'avons pas ce problème-là. On va prier Dieu qu'il en soit ainsi. Les visas ont été obtenus, comme je l'ai dit tantôt. Et donc, on va leur demander vraiment de rester à l'écoute du commissariat. C'est vrai, on est à l'ère des réseaux sociaux, donc les rumeurs vont partir. C'est clair, chacun dira ce qu'il a à dire. Mais il n'y a qu'une seule voix officielle, c'est celle du commissariat, il faut l'écouter. Si vous faites ce qu'on vous demande de faire, je pense qu'il y a beaucoup de chances que nous arrivons ensemble à réussir cette édition du Hajj que nous souhaitons, heureuse pour chacun des pèlerins, qu'ils partent en santé, reviennent en santé, retrouver leur famille en bonne santé également. Inch'Allah, merci infiniment. Je rappelle que nous recevions El Hadj Berté Ali, vice-commissaire du Hajj. Il était sur ce plateau pour nous donner les dernières nouvelles concernant justement les innovations, notamment les prises d'empreintes des pèlerins et les dispositifs concernant le premier départ qui aura lieu, Inch'Allah, on l'a dit, le 7 juin prochain. La Zawiya Hamdi Yopougon, GESCO du Moukadam Koulibaly Adam Bema a célébré dimanche dernier l'anniversaire du fondateur de la Tariqa Tijaniya, Cheikh Ahmad Tijan. L'objectif est de mettre en évidence les valeurs fondamentales de cette doctrine musulmane, suivant le reportage de Diomondé Boaké. Ils ont été des centaines de fidèles de la confrérie Tijaniya venus d'Abidjan, de l'intérieur de la Côte d'Ivoire et du Sénégal pour prendre part à la célébration de l'anniversaire du précurseur de la confrérie, Cheikh Ahmad Tijani. Une initiative qui incarne la valorisation de cette pratique spirituelle musulmane, a encouragé les organisateurs. Nous avons organisé cette cérémonie pour aider davantage les musulmans à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Car avant de connaître Dieu, il faut d'abord s'inscrire dans une école spirituelle. Et la Tijaniya est venue de Cheikh Ahmad Tijani. C'est pour cela que nous avons célébré ce mawlud là son nom pour aider davantage les musulmans à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Comment acquérir la connaissance de Dieu a été le thème central de la conférence qui a ponctué les festivités de cette 9e édition. La connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala est une connaissance issue de l'anéantissement en Dieu. Donc celui qui n'a pas d'anéantissement en Dieu ne peut pas prétendre à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela, pour l'atteindre, il faut 4 grands piliers. Premièrement, avoir un maître spirituel, donc il faut appartenir forcément à une école spirituelle. Deuxièmement, dans cette école spirituelle, il faut avoir des invocations de manière perpétuelle, qu'on appelle le wird. Il y a une différence entre le wird et le zikr. Alors donc on va pas rentrer dans les détails. Et troisièmement, il faut avoir la permission de faire, qu'on appelle al-mubaya. Et pour finir, il faut maintenant la discipline, il faut être discipliné. Cette célébration a été aussi l'occasion de la mise en œuvre du concours dénommé The Voice du Maoulid, 3e édition, remporté par le groupe Fazazi d'Abobo Kennedy. La Tijaniya, une confrérie musulmane transnationale, a été fondée à la fin du XVIIIe siècle de notre ère par Abu Abbas Ahmed ibn Mohamed Tijani, dit Ahmed Tijani, en régence d'Alger, ex-État autonome de l'Empire ottoman. La coordinatrice du compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, la ministre Yao Eufrazi, a échangé lors d'une formation avec les jeunes femmes rapatriées volontairement de la Tunisie. Elle les a encouragées à entreprendre en Côte d'Ivoire. Réaliser son rêve de jeune femme entrepreneur dans son pays est le thème de ce renforcement de capacités dont ont bénéficié les 100 jeunes femmes rapatriées de la Tunisie. Madame Yao Eufrazi a salué leur courage et les a invitées à ne pas abandonner leurs rêves. Sachez donc que vous n'êtes pas seuls, le compédium veut marcher avec vous. Ensemble, nous allons transformer votre expérience acquise
à l'étranger en des compétences pour vous permettre de vous développer et de réussir. Là où vous souhaitez dans votre pays, ne cédez pas à la tentation ni à la facilité. Tirez des leçons du passé. Avec le compédium, tout est possible. Madame Euphrasie Yao les a rassurés de l'accompagnement du COCOFSI pour la réalisation de leurs ambitions, tout en les exhortant à se forger un mental solide. Vous avez souffert dans un pays qui n'est pas le vôtre pour soutenir la famille qui est restée en Côte d'Ivoire. C'était pénible de revenir dans des conditions de crise humanitaire, les mains vides. Mais soyez forts. Croyez que votre rêve doit être réalisé dans votre pays où coule le lait et le miel. Vous pouvez réussir avec une mentalité de victoire et d'audace. Notre pays, la Côte d'Ivoire, est l'un des meilleurs au monde en termes de possibilités. La plupart des participantes sont ressorties avec plein d'espoir de cette formation. Cette rencontre est la bienvenue parce que depuis que nous sommes arrivés ici en Côte d'Ivoire, on n'a pas eu ce genre d'invitation. Donc c'est vraiment la bienvenue pour nous et c'est vraiment une opportunité aussi pour chacune de nous. Nous sommes arrivés ici vraiment découragés, ayant tout perdu en Tunisie. Donc aujourd'hui, ça nous redonne confiance en nous. Donc l'espoir est là, ça va. Au terme de la rencontre, la conseillère du chef de l'État chargé du genre a remis gratuitement à chaque participante son livre intitulé « Le secret d'une aventure, celle qu'on n'attendait pas au sommet ». Reportage signé Abdoulakim Odoulouye et Safiat Kouyaté. La deuxième édition des 72 heures des menstrues en Afrique s'est déroulée ce mercredi 31 mai dans la commune d'Abobo. Elle a été marquée par des séances de sensibilisation et de distribution de kits menstruels. On retrouve Abdoulakim Odoulouye, cette fois avec Mariam Doukouré. Après Yopougon, Kadi Sissé Binaté a posé ses valises au quartier Agbekois d'Abobo pour briser le tabou autour des menstrues. C'est juste pour briser les tabous et de rendre la lutte plus inclusive avec d'autres personnes parce que parler de règles est un sujet tabou dans notre communauté, dans notre société. Nous qui sommes acteurs de la société civile, qu'est-ce que nous devons faire? C'est de créer des initiatives, amener les gens à briser ce tabou-là. Parce qu'avoir les règles, c'est de la santé. Avoir les règles, c'est une affaire de dignité. Et nous luttons pour cette précarité mensuelle-là, surtout chez les adolescents et les jeunes. Parents et jeunes filles de l'association des sourds-muets et malentendants musulmans de Côte d'Ivoire ont été sensibilisés. C'est la sensibilisation qu'elle vient de faire, cela va nous aider à savoir comment placer les vanias. Et puis c'est qu'est-ce qu'il faut faire, tout ça pendant nos menstrues, après, pendant et avant nos menstrues. C'est quels sont les comportements à adopter pendant nos menstrues. Ça m'a plu. Franchement, si que je peux appeler ma fille même, de lui parler, c'est qu'on a au lieu d'aller voir ses camarades, pour leur parler, et puis après, là, elle va m'envoyer grossesse, non, ça, papa, en tout cas, ça m'a plu, je peux lui donner des conseils comme je veux maintenant. La précarité menstruelle et le manque d'accès par manque de moyens matériels à des protections hygiéniques en nombre suffisant pour avoir une hygiène décente. En Côte d'Ivoire, l'ONG OSEF, organisation membre de l'initiative Voix Essentielle, organise les 72 de menstrues en Afrique pour lutter contre cette réalité et soutenir les jeunes filles et les femmes afin de favoriser leur épanouissement. La culture mandingue a désormais son festival. Les Awards du Mandingue auront lieu le 21 octobre 2023 à Abidjan. Le comité d'organisation a tenu mercredi une conférence de presse à Grand-Bassam afin d'expliquer les enjeux de ce rendez-vous culturel. Suivons ce reportage de Sissé Bengali et Kanaté Kassoum. C'est le premier du genre en Côte d'Ivoire. Les Awards du Mandingue est un concept qui vise à valoriser et à mettre en lumière la culture mandingue. Le promoteur, Kone Abdou Zakaria, veut à travers ce projet susciter des vocations auprès des jeunes. On veut d'abord promouvoir la culture mandingue, promouvoir les acteurs, sinon valoriser les acteurs de la culture mandingue, montrer un peu ce qu'on a comme culture chez les mandingues. Vous voyez, aujourd'hui, il est difficile de voir des familles qui, normalement, ont leurs enfants qui parlent couramment la langue dioula. C'est tout ce qui nous a motivé à mettre ce projet-là en place pour qu'on arrive à valoriser cette culture et aussi, comme on l'a dit auparavant, valoriser ces acteurs. Parce qu'on les a sentis lésés, on les a sentis mis à côté, on a senti qu'ils n'ont pas de voix
en tant que tels, à part leur musique qu'on écoute. Cette première édition réunira 5 pays, le Mali, le Sénégal, la Guinée et la Côte d'Ivoire. 50 acteurs nominés et répartis en 8 catégories sont en lice. À l'issue de 2 mois de vote téléphonique, sortira un gagnant de chaque catégorie. Nous avons 8 catégories. Nous avons la catégorie la plus belle voix, la catégorie ancienne génération, nouvelle génération, la catégorie découverte, la catégorie griot, la catégorie meilleur artiste masculin et meilleur artiste féminin. Les critères de notation, il faut qu'il y a 7 catégories, faille que ces 7 catégories aient au moins une œuvre musicale. Voilà, découverte, griot, ça sera une catégorie mise à part parce que ça ne sera pas forcément des artistes musiciens qui seront choisis. Ça pourrait être des griots, les paroliers. Voilà. Sinon, les 7 autres catégories, faille que le critère principal, faille que l'artiste puisse avoir au moins une œuvre. Ce sont 500 participants attendus à la cérémonie de distinction le 21 octobre prochain au bord de la lagune Ébrié. La CEDEAO et la Côte d'Ivoire sont en guerre contre la peste des petits ruminants. Une équipe de l'organisation ouest-africaine et du ministère des Ressources animales et halieutiques sillonne les régions de l'Ifou, de l'Indénié-Duablin ainsi que du Bounkani. Objectif, vacciner des petits ruminants afin de faire barrage à cette maladie. Récemment, la délégation était à Bandoukou. On en parle avec Anissé Kouadio. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'éradication de la peste péturuminante financé par la coopération suisse, la commission de la CEDEAO, à travers le Centre régional de santé animale, apporte son appui à 5 pays membres de la CEDEAO, le Ghana, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, pour une vaccination de masse des petits ruminants. La mise en œuvre de ce projet régional s'inscrit dans le cadre de la lutte des maladies animales transfrontalières dans l'espace CEDEAO et se réalise dans 5 régions administratives, le sud Komoué, l'Ifou, l'Indénié-Duablin, les régions du Gontogo et du Bounkani. Le choix de ces zones se justifie par le caractère transfrontalier de la maladie et du fait d'une synergie d'action de lutte de la Côte d'Ivoire et le Ghana au niveau de leurs frontières communes. La vision de ce projet, c'est dans le cadre de l'éradication de la peste des petits ruminants dans l'espace CEDEAO. Pour l'éradication d'une maladie, il faut au moins un taux vaccinal de 70%. Nous, on veut aller au-delà, mais si on a pu atteindre 70%, je pense qu'on est bien parti pour éradiquer la PPR. Cette mise en œuvre conduite par le ministère des Ressources animales et halieutiques à travers la direction des services vétérinaires se déclinera sur 3 phases, notamment la phase de formation des agents vaccinateurs, sensibilisation des propriétaires de petits ruminants et la phase de vaccination de masse couplée à une surveillance sérologique. La CEDEAO est déterminée à éradiquer la peste des petits ruminants d'ici 2030 grâce à la vaccination de masse et à l'identification des animaux pour le suivi des animaux vaccinés. Nous remercions donc le président et le gouvernement de la Côte d'Ivoire par l'intermédiaire de MIRA pour avoir facilité la campagne de vaccination de masse et d'identification des animaux sur le terrain. Cette campagne de vaccination contre la peste des petits ruminants dans les régions du Gontogo et du Bounkani et du reste des régions choisies est une satisfaction pour les propriétaires de cheptels qui voient une occasion de sauver leur troupeau de la maladie. Merci le gouvernement, merci de MIRA, merci de CEDEAO pour ce qu'ils ont venu nous faire pour vacciner les nouveaux animaux. À terme, c'est plus de 1 million de moutons et de chèvres qui seront vaccinés et plus de 200 000 éleveurs bénéficiaires. Et c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction et de la technique. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez nos programmes sur toutes nos plateformes digitales. Excellente fin de soirée. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.